Bonjour, je vais vous parler de l'humidification au cours de la ventilation invasive. Comme vous le savez, chez les patients intubés, les voies aériennes supérieures sont court-circuitées, en particulier le nasopharynx, qui sert habituellement à humidifier et réchauffer les gaz, et court-circuité. Et les gaz médicaux sont particulièrement secs, donc il faut absolument utiliser un système d'humidification. Les systèmes d'humidification les plus utilisés sont les humidificateurs chauffants, c'est l'humidification active, et les filtres humidificateurs, c'est l'humidification passive. Les filtres sont aussi appelés des nez artificiels ou échangeurs de chaleur et d'humidité. Il faut juger ces deux systèmes principalement sur leur performance d'humidification et sur leurs propriétés physiques, c'est-à-dire les résistances et surtout l'espace mort. Il existe aussi des filtres actifs dont l'intérêt n'est pas évident et qui ne seront pas discutés ici. Tout d'abord, en ce qui concerne les performances des systèmes d'humidification, il faut savoir que les recommandations sont de fournir aux patients sous ventilation invasive une humidité absolue supérieure à 30 mg d'eau par litre. En dessous de 25 mg d'eau par litre, il existe un risque élevé d'occlusion de sondes d'intubation. Et ces occlusions peuvent être partielles, ce qui peut poser des problèmes lors du sevrage, ou complètes, ce qui peut entraîner des complications sévères allant jusqu'à l'arrêt cardiaque. L'humidification active, avec les humidificateurs chauffants, utilise l'eau chauffée à environ 70 degrés, ce qui entraîne une humidification et un réchauffement du gaz lors du passage dans la chambre d'humidification. Les humidificateurs chauffants sont souvent considérés comme les systèmes les plus efficaces. Avec un fonctionnement optimal, ils peuvent fournir près de 40 mg d'eau par litre. Et pourtant, dans certaines conditions, en particulier lorsque la température à l'entrée de l'humidificateur est élevée, les performances peuvent être très diminuées. Cela peut arriver lorsque la température ambiante est élevée ou, par exemple, lorsque ces appareils sont exposés directement au soleil. L'humidification passive, qui est représentée par les filtres humidificateurs, qui sont plus simples, puisqu'il suffit juste de les placer après la pièce en Y, sans les brancher. Avec ces systèmes, le gaz expiré par le patient a un contenu environ de 35 mg d'eau par litre, et l'humidité expirée est captée dans les filtres avec une couche hydrophobique qui empêche l'eau de passer et une couche hygroscopique qui retient les molécules d'eau. Lors de l'inspiration suivante, l'eau est restituée au patient. Nous avons évalué les performances de près de 50 filtres humidificateurs et il faut savoir qu'il existe une hétérogénéité majeure entre ces systèmes. Par exemple, on a deux filtres qui sont surtout utilisés en anesthésie des filtrations bactériennes et qui humidifient très peu, aux alentours de 15 mg d'eau par litre. Et ce filtre-là, par exemple, délivre près de 30 mg d'eau par litre. Donc il délivre entre 13 et 32 mg d'eau par litre dans les gaz inspiratoires. Et lors du choix d'un filtre humidificateur, il est donc impératif de s'assurer que les performances d'humidification sont suffisantes. Idéalement, il faut obtenir des mesures indépendantes, puisqu'il a bien été démontré par plusieurs équipes qu'il pouvait y avoir d'importantes différences entre des mesures indépendantes et des mesures fournies par l'industrie. Nous allons ensuite voir les différences d'espace mort entre ces deux systèmes d'humidification. Par définition, l'espace mort au cours de la ventilation invasive est le volume après la pièce en Y et va jusqu'aux alvéoles. C'est tout le volume qui ne participe pas aux échanges gazeux. L'espace mort propre aux humidificateurs chauffants est de 0 ml, alors que l'espace mort lié au filtre humidificateur varie entre 25 et 95 ml, mais les filtres les plus performants en termes d'humidification sont souvent aussi les plus volumineux. Comme je le disais, au cours de la ventilation invasive, l'espace mort, c'est le volume après la pièce en Y. Ce volume est riche en CO2 lors de l'expiration et il est représenté en rouge sur le schéma. Lors de l'inspiration suivante, le volume insufflé qui ne contient pas de CO2 va se mélanger avec le gaz de l'espace mort, ce qui va entraîner une efficacité moindre pour les échanges gazeux
et en particulier pour l'élimination du CO2. Le gaz dans la voie expiratoire est riche en CO2 mais n'est pas considéré comme de l'espace mort. En effet, il n'y a pas de mélange avec le gaz délivré lors de l'inspiration. C'est pourquoi il n'est pas en rouge sur le schéma. La ventilation alvéolaire, c'est donc ce qui va être efficace pour les échanges gazeux. La formule simple, c'est la fréquence respiratoire multipliée par le volume courant moins l'espace mort. Donc quand l'espace mort augmente, la ventilation alvéolaire diminue. Et l'espace mort, c'est l'espace mort physiologique, les voies aériennes thoraciques au cours de la ventilation invasive, et l'espace mort instrumental. Chez les patients en ventilation invasive, l'espace mort instrumental, c'est la sonde d'intubation ou de trachéotomie entre 5 et 20 ml, le raccord annelé, lorsqu'il y en a un, entre 10 et 30 ml, et éventuellement le filtre humidificateur entre 25 et 95 ml. Par exemple, on peut avoir 75 ml avec un filtre, 20 ml de raccord annelé, 20 ml de tube endotrachéal et 75 ml d'espace mort physiologique, soit 190 ml en tout. C'est particulièrement important lors de la ventilation protectrice, donc pour les patients avec un SDRA bien sûr, mais certainement même pour la plupart des patients, je pense. Avec des petits volumes courants et des fréquences respiratoires élevées, comme ici, l'espace mort est élevé. Par exemple, 30 fois 400 ml, il y a 30 fois l'impact de l'espace mort, et le rapport entre le volume courant et l'espace mort est important. Avec un humidificateur chauffant, l'intérêt principal dans ce contexte, c'est de diminuer l'espace mort instrumental. Dans le même exemple que précédemment, on passe de 190 ml à 115 ml juste en changeant le système d'humidification. Au cours de la RDS, il a été montré que le gain en PCO2 pouvait être supérieur à 10 mm de mercure. Il a aussi été montré que si l'on réduit le volume courant pour garder une PCO2 constante, le gain en pression de plateau peut atteindre 4 cm d'eau, ce qui n'est pas du tout négligeable. L'utilisation d'un humidificateur chauffant devrait donc faire partie des mesures à prendre pour optimiser la ventilation au cours de la RDS avec une ventilation protectrice, voire ultra-protectrice. Au cours de la ventilation spontanée, l'effet de réduire l'espace mort est différent. Il n'y a pas d'impact sur la PCO2 ou peu, mais le travail respiratoire pour obtenir une PCO2 identique est diminué car il faut une ventilation minute plus faible pour la même élimination de CO2. Cela peut être important au cours du sevrage respiratoire, en particulier chez des patients fragiles comme les patients BPCO. Voici une représentation graphique de l'impact potentiel de l'espace mort des systèmes d'humidification au cours de la ventilation invasive. Vous voyez la ligne isoventilation minute en noir. Ce sont les différentes façons d'obtenir 10,5 litres par minute, 10 fois 10 000 de volume, ou bien 30 fois 350 millilitres. Au cours de la ventilation protectrice, c'est plutôt 30 fois 350 millilitres qui est utilisé. Et dans ce cas, on voit que le système d'humidification utilisé, un humidificateur chauffant ou des filtres humidificateurs de taille différente, vont avoir un impact majeur sur la ventilation alvéolaire, donc sur les échanges gazeux.